Bienvenue tous et toutes à l'organisation de l'Ontario des aidants naturels, les séries de webinaires. Je suis Susan Bach, coordinatrice. Je serai votre modératrice. Dans ces webinaires, l'Organisation de l'Ontario des aidants naturels organise pour les aidants naturels avec des experts pour explorer des sujets d'intérêt pour les aidants naturels. On fait ça pour soutenir les amis, les membres de la famille, les amis, les voisins qui prennent soin de quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler comment est-ce qu'un aidant naturel prépare pour des urgences imprévues avec un guide pour les aidants naturels et comment se préparer pour l'inattendu dans votre aidance naturelle. Notez s'il vous plaît qu'on présente cette présentation en français. Notre webinaire est disponible en français aussi. Merci. Bienvenue. Et aussi, j'aimerais reconnaître tout le monde à travers la province qui est avec nous sur plateforme Zoom et par téléphone. Pour ceux d'entre vous qui êtes là pour la première fois, on vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux d'entre vous qui avaient été là avant, et je veux maintenant présenter Sam Miller. On va vous donner un peu plus de son histoire. Il est un psychothérapeute accrédité. Il a beaucoup d'expérience dans le traitement et les initiatives de bien-être. Il a travaillé à plusieurs organisations et sociétés à créer des environnements de travail sains et aussi de gérer des événements traumatiques qui ont à voir avec le travail. Dans sa pratique, il a travaillé avec une variété de clients à l'échelle privée et aussi dans plusieurs endroits de travail, d'environnement. Il a géré plusieurs enjeux cliniques, de l'anxiété au stress, au changement environnemental, de résolution de conflits et aussi la gestion des relations employeurs-employés. Sam a un diplôme de 3e cycle sur la psychologie éducationnelle de l'Université McGill. Bienvenue Sam, c'est très bon de vous avoir. Merci Suzanne, merci tous et toutes de m'avoir permis de venir pour la deuxième partie. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui retournent, qui étaient là pour la première partie de la présentation. J'aimerais vous dire qu'il y a un lien qui vous a été envoyé pour la première partie de notre présentation concernant les plans d'urgence. Prenez l'avantage de ça. Nous allons commencer maintenant. Comme j'ai dit, la première partie de la présentation était en février. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et notre ordre du jour pour aujourd'hui, on va regarder certains aspects de comment créer un plan d'urgence, les étapes pratiques. Nous aura une introduction, on va parler de créer le plan, et après on va ouvrir la discussion aux questions des participants pour les questions que vous avez. Allez, et on va commencer. Une des choses concernant créer un plan d'urgence, c'est que c'est quelque chose à laquelle il ne veut pas réfléchir. 10% de vous ici, vous considérez un plan d'urgence. Il y a un nombre de vous avez un plan partiel. Et peut-être de ce que vous faites déjà va être inclus. Alors, on se pose la question. Mais si vous n'avez pas élaboré ou commencé à élaborer un plan, vous devez vous demander pourquoi, qu'est-ce qui vous retient. Pour certains d'entre nous, on est très occupé, on ne veut pas réfléchir au stress, à la crise. Quelles que soient les questions, il faut pousser de l'avant. L'autre enjeu aussi, la tâche de créer un plan d'urgence peut être décourageante. Et j'espère, en faisant partie de ce webinaire, nous allons examiner l'élaboration étape par étape d'un plan d'urgence et nous espérons répondre aux nombreuses questions et inquiétudes que vous pouvez avoir.
Le rôle des dons naturels peut avoir un impact considérable sur la santé mentale et physique des aidants naturels. Les aidants naturels ont tendance à faire passer le bien-être de la personne dont ils s'occupent avant le leur. Et ce plan d'urgence, c'est pour vous et pour la personne dont vous prenez soin. La plupart des aidants naturels n'ont pas réfléchi au fait qu'il pourrait leur arriver quelque chose qui les mettrait dans des situations où ils auraient besoin d'un plan de secours d'urgence. Ce n'est pas seulement un plan d'urgence de remplir une situation, par exemple la pandémie, mais c'est là aussi pour vous, comme aidant naturel, de vous habiliter à être cet aidant naturel primaire. Et vous savez, étant donné qu'un grand nombre d'aidants naturels ont eux-mêmes des problèmes de santé, il est logique d'avoir mis en place un plan en cas d'urgence qui les empêche de fournir des soins, par exemple. Écoutez, j'imagine, on ne serait pas ici si ce n'était pas à cause de la COVID-19. Avec la COVID-19, nous nous sommes tous rendus compte que les imprévus sont une réalité. La préparation pour les urgences devrait être une priorité pour les aidants naturels et les membres de leur famille. Et de nombreux aidants naturels s'inquiètent de la santé de la personne dont ils s'occupent si une urgence se produisait. Et ces conseils qu'on va offrir vont vous permettre d'assurer que l'être cher est bien pris en charge dans ces cas. S'il y a une urgence qui surgit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce plan? Pour préparer votre plan d'urgence, la première partie, c'est de l'élaboration de votre plan d'urgence consiste à penser à votre routine quotidienne. Il faut se poser ces questions. On connaît toutes les réponses aux questions qu'on va se poser, mais parce qu'on le fait automatiquement, ça fait partie de notre routine quotidienne, mais il faut avoir ces détails. Quel est mon horaire de travail? En quoi consiste mon rôle d'aidant naturel? Quel aliment mangeons-nous? Quels sont les médicaments que l'être cher prend? Quelles sont les personnes sur lesquelles nous comptons? Vous, en étant aidant naturel, et la personne dont vous prenez soin. Mais qui sont les personnes dans vos réseaux? Toutes ces questions sont vitales et il faut les poser quand vous allez élaborer le plan d'urgence. Et vous posez la question aussi. Posez-vous maintenant ces questions. Quel type de catastrophe pourrait nous toucher? Quand on parle de désastres, de crises, on pense la pandémie, mais il pourrait y avoir d'autres désastres. Des choses qui se passent, une tempête, un gel, là où nous sommes. Comment est-ce que nous logerons? Comment cela changerait mon rôle d'aidant naturel? Serais-je capable de communiquer avec ma famille? Et quelle serait l'incidence sur les soins médicaux que j'apporte à l'aide chère? Comment ça va se passer et comment cela changerait les conditions de vie générale de la personne dont je m'occupe? Des fois, quand on parle de plan d'urgence, on pense à la santé, l'aspect physique, mais les logistiques est aussi d'importance. Une partie de votre plan d'urgence, de point de vue pratique, c'est de préparer un sac d'urgence. Ce sac doit contenir votre trousse de soins, suffisamment de vêtements, d'articles et de toilettes pour 72 heures, de l'argent liquide, de l'argent en espèces, et ça pour 72 heures. Et de l'argent liquide, comme je disais, très important. Réfléchissez à ce dont votre aide chère aura besoin pour être à l'aise pendant 72 heures en cas d'urgence. Et
et préparez-le. On donne les 72 heures parce que c'est ce que les experts estiment que c'est un bon temps où les services vont se reprendre et que l'information est disponible encore. Alors, votre sac d'urgence doit être gardé dans un endroit sûr, mais facilement accessible. Et c'est pas bon seulement que vous le sachiez, mais il faut que vous faites savoir aux personnes de confiance où vous gardez ce sac afin qu'elles puissent y accéder pour vous aux besoins. Après, il faut rédiger un plan quotidien pour l'aide chère. Encore, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'on les fait de manière automatique en tant qu'aidant naturel. Mais il ne faut pas faire la supposition qu'ils savent. Il faut avoir un plan quotidien pour l'aide chère, rédiger un plan de soins quotidiens, indiquant les routines, les horaires des médicaments, les rendez-vous réguliers, s'ils doivent survenir à la crise. Et cela devrait inclure les habitudes de sommeil, les préférences de repas, les restrictions alimentaires et les activités de l'être cher qui sont spécifiques, comme je disais, à l'être cher. Et enregistrer également les détails des dossiers médicaux, très, très importants. Encore une fois, mettez à jour les documents juridiques qu'ils fournissaient. Assurez-vous d'avoir une procuration, un testament à jour et aussi obtenez une autorisation conforme à la loi HIPAA qui est pour que les personnes de votre équipe de soins puissent parler avec votre médecin. Ça veut dire là où vous êtes, vous avez les autorisations légales pour que vous ayez accès à l'information, partager l'information et qu'elle soit disponible. Et que l'équipe peut parler à d'autres personnes. Autrement, ce serait de l'information confidentielle. Il faut que ce fasse partie de votre sac. Et préparez une liste de personnes à contacter en cas d'urgence. Cette liste devrait inclure le nom et les coordonnées de votre médecin, le nom et les coordonnées du médecin de l'être cher et les coordonnées des autres membres de la famille et toute autre personne que vous voudriez voir avertie en cas d'urgence. Toutefois, peu importe combien le nombre, s'il vous plaît, assurez-vous d'inclure tout le monde qui devrait être averti en cas d'urgence. Maintenant, fournir une liste des centres d'hébergement à proximité. Même si votre aide-chère ne cherche pas activement un centre d'hébergement, visitez les collectivités voisines et préparez une liste avec les coordonnées pour votre sac d'urgence. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que si la personne doit être hébergée ailleurs, ça va aider les membres de la famille à placer rapidement votre personne dans un endroit sûr et accueillant, tout en vous donnant la tranquillité d'esprit d'avoir déjà visité. C'est un travail qui devrait faire, ça doit faire partie de votre plan d'urgence. Passez en revue votre plan, sac d'urgence avec votre famille et amis, convoquez une réunion de famille et faites connaître à votre famille, à vos amis de confiance, vos plans en cas d'urgence personnelle. Et si vous êtes en incapacité, donc votre sac d'urgence doit inclure d'autres personnes qui pourraient être incluses dans ce rôle. Indiquez où se trouve votre sac d'urgence, passez en revue tous les documents médicaux ainsi que les documents financiers et juridiques. Toute cette information et aussi assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde en cas d'urgence personnelle. Je veux prendre une minute pour parler des documents.
pour les informations importantes, copie des documents juridiques. Il s'agira probablement d'une procuration, testament de vie, dernière volonté, ainsi que le document d'assurance. Liste et calendrier des médicaments. Si vous savez quel médecin prescrit un certain médicament et quand il doit être pris, les autres membres de la famille ne le savent. Peut-être pas. Informations sur le médecin et les soins médicaux. Ajoutez une section à votre dossier qui comprend tout ce qui concerne la santé de l'être cher, notes sur la routine quotidienne. Si la personne dont vous prenez soin a une routine structurée, un régime alimentaire particulier à respecter, il faut les inclure. Je veux réitérer aussi l'importance d'inclure les membres de la famille, les voisins et les amis dans votre plan. Demandez à un voisin auquel vous faites confiance de prendre des nouvelles après l'urgence. Donnez-lui un accès aux clés de la maison, de la voiture. Assurez-vous que votre voisin sait où trouver les fournitures d'urgence dans la maison et comment contacter les autres membres de votre réseau de soutien. Désignez aussi un membre de la famille ou un ami de l'extérieur de la ville qui servira de coordonnateur d'urgence au cas où les membres de la famille qui vivent à proximité seraient touchés. Veuillez à prévoir dans votre plan d'urgence un calendrier précisant l'intervalle des visites pour prendre ces nouvelles. Élaborer un plan d'évacuation si nécessaire. C'est pas parce que vous avez écrit le plan que vous le laissez de côté, parce que les choses changent 2 fois par année. Pratiquez et révisez les préparatifs d'urgence 2 fois par an. Passez en revue votre plan, écrit avec tous les membres de votre réseau de soutien. Si les informations changent, assurez-vous que tout le monde en soit tenu au courant. Vérifiez votre sac d'urgence pour vous assurer que la nourriture et les médicaments ne sont pas périmés. Et pour rafraîchir les réserves d'eau aussi, si ça fait partie de ton plan d'urgence, vérifiez l'état des piles et remplacez-les s'il y a lieu. Parce que dans certains sacs, on a besoin de nouvelles batteries. Restez informés. Assurez-vous d'être au courant de toute information pertinente sur les plans de votre collectivité visant à gérer les crises ou les situations d'urgence potentielles ou en cours. Restez en état d'information sur ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est un résumé rapide de composantes très importantes dans un plan d'urgence, du point de vue physique jusqu'à les personnes qui doivent être impliquées. Peut-être que vous êtes les dons naturels primaires, mais l'urgence doit inclure d'autres personnes au cas ça ne se passe pas ou que vous n'êtes pas là. Voilà. Susan, voilà. Passons aux questions. Merci. Nous avons beaucoup de questions. Nous aurons 20 minutes pour les questions. Alors, j'invite les membres de l'audience, les participants. S'il vous plaît, écrivez vos questions dans votre boîte de clavardage. Stacy va surveiller et considérer des questions, bien sûr, qui ne sont pas trop personnelles, parce que nous allons offrir des réponses en général. Sam, une question qui a à voir avec le partage d'informations médicales. Je veux être claire qu'en Ontario, nous avons une législation sur la vie privée. Ça s'appelle la loi sur la protection de l'information personnelle de santé. Est-ce que vous avez eu une expérience en parlant de cette loi? Ce que je comprends de ça, le partage de cette information, vous devez avoir un consentement.
De point de vue psychothérapeute, à chaque fois que j'ai de l'information, je toujours demande un consentement. Et cette loi à voir avec le partage de l'information privée, assurez-vous que ça fait partie de votre plan d'urgence. Et c'est les gens qui ont besoin de cette information auront accès à cette information. C'est les formulaires qui doivent être remplis. C'est un point de clarification, les gens voulaient savoir. Et je veux dire qu'on envoie des liens dans le courriel de demain avec des ressources que Sam a sélectionnées pour nous. Et ce sont des outils, de l'information, des guides qui ont à voir avec le plan d'urgence qui seraient utiles. Les questions arrivent. Susan, je voulais ajouter à ce que vous avez dit sur les ressources. C'est toujours une bonne idée pour vous, comme personne, en plus des ressources qu'on va envoyer, comme aidant naturel, peut-être que vous avez pris contact avec plusieurs professionnels qui ont beaucoup cette information. Vous avez cette zone de confort. Utilisez ces ressources aussi pour l'information. Merci, Sam. Il y a une question ici. S'il faut inclure ou non le récipiendaire dans le plan d'urgence, est-ce que vous pouvez parler de scénarios où ce serait approprié d'inclure la personne dont on prend soin dans le développement du plan d'urgence? Je crois que la personne dont on prend soin devrait être incluse. Ils ont la capacité d'être. Si vous êtes aidant naturel à quelqu'un qui a la démence, ce ne sera pas possible. Mais à toute capacité de la personne dont vous prenez soin, il devrait être inclus pour deux raisons. D'abord, en ce qui concerne les soins, vous voulez qu'ils soient d'accord avec vous. C'est le type de relation que vous devriez avoir. Deuxièmement, vous n'avez pas nécessairement avoir des surprises pour eux spécialement si vous êtes incapable au moment et vous ne pouvez pas leur parler. Donc, le plus d'informations ils savent, plus de confort. Ça va être difficile déjà de gérer. On ne veut pas ajouter cet effet de surprise. Alors, vous voulez les inclure autant que possible. Merci, Sam. Est-ce que le document de ne pas ressusciter est considéré dans... Non, je pense que ça a à voir en cas de désastre, de situation d'urgence, par exemple, où l'aidant naturel n'est pas là. Est-ce que ne pas ressusciter en document, ce que je comprends, c'est que le document de ne pas ressusciter sont plus ce sont des documents si c'est la personne dont vous prenez soin est dans un hôpital, dans une maison de soins de longue durée. Les instructions sont déjà avec eux. Ce que je vérifierai d'un point de vue juridique, c'est comment est-ce que ce formulaire de ne pas ressusciter fonctionne. Alors, si vous avez des documents et que le document, tout le monde est d'accord pour ce document, je pense que ça, c'est un important document d'avoir dans votre trousse d'urgence. Je dirais qu'il faut aller à un travailleur des soins de santé pour avoir la perspective. Il y a une question qui est à voir à quelqu'un qui est un aidant naturel, sans membre de la famille. Est-ce que vous avez des suggestions comment approcher les amis pour cette demande très, très importante? Je vous dirais, même s'il n'y a pas de la famille, même s'il y a d'autres familles dans d'autres pays et vous êtes proche d'eux, donc ils doivent savoir le plan. Peut-être ils ne sont pas capables de faire partie du plan,
mais il devrait savoir le plan pour approcher les autres. C'est, c'est une question difficile, c'est parce que vous demandez à une personne de prendre une grande responsabilité. Ma suggestion, c'est que ça devrait, avec des personnes avec qui vous avez de bonnes relations et qui savent, qui connaissent la personne dont vous prenez soin. Et c'est pas un étranger, une étrangère. Et c'est une relation qui doit être cultivée et la demande devrait être faite où c'est avec une compréhension très claire de ce que ça veut dire. Parce que quand ils vont prendre ces décisions, ça va être une décision éclairée. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, une bonne relation, auquel vous faites confiance. Et s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont impliquées dans la vie de l'aidant naturel du récipiendaire, il n'y a pas de personne, ça veut dire il n'y a pas de famille, pas d'amis. Oui, je pense que c'est ça. Dans ce cas, je dirais que le soin de cette personne va être sous l'égide de l'agence locale qui ont appliqué. Ce que vous devez faire en cas d'urgence, c'est de consulter avec cette agence, parler au médecin ou les services sociaux en disant ah je mets ensemble, je prépare un plan d'urgence et je suis la personne qui prend soin exclusivement. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec votre agence? Ça c'est c'est une bonne suggestion. Je suggérerais d'appeler la ligne d'aide pour les aidants naturels parce qu'il y aurait deux séparateurs dont la ligne téléphonique peuvent vous aider à vous diriger vers les établissements qui pourraient vous aider à développer votre plan et comment incorporer d'autres personnes dans votre plan. Nous avons une question concernant l'anxiété et les attaques de panique qui peut se passer quand il y a une urgence. Vous avez un conseil en ce qui concerne personne qui fait l'expérience de l'anxiété, des attaques de panique qui sont associées avec des situations d'urgence? Est-ce que pour les dons naturels? Ok, je vais répondre aux deux. Si on parle de l'anxiété et des attaques de panique qui ont à voir avec les dons naturels, je dirais c'est en conditions existantes, s'ils sont préoccupés. Cette partie de ce que je fais consulte, je dis maintenant c'est le temps, pas d'attente pour l'urgence. Et il faut avoir de l'aide et l'anxiété pour les attaques. Mais même avec ça, si vous êtes au courant que c'est impossible, que une partie de votre planification d'urgence en cas d'attaque d'anxiété, à qui vous donnez les reins, les personnes qui vont prendre la suite si vous avez cette attaque de panique parce que vous êtes préoccupé de cette attaque de panique et de l'anxiété et c'est une réelle possibilité. Alors, vous avez besoin d'avoir cette personne à qui vous allez donner le contrôle si ça vous arrive. Mais si on parle de l'anxiété et de l'attaque de récipiendaire de la personne dont vous prenez soin, encore une fois, ça devrait être géré avant l'urgence. Mais si vous avez fait l'expérience avec l'être cher qui fait l'expérience de l'anxiété et des attaques, il faut qu'il y ait un plan déjà pour fournir le soutien. Et je suggérerais, et il faut, à travers des professionnels de soins de santé, des professionnels des soins de santé mentale, pour avoir leur avis. J'ai une question concernant la situation avec
où il y a besoin d'un espace à court terme. Est-ce que vous pouvez parler concernant... Je vous entends pas, Susan. Allez-y, s'il vous plaît, avec vos risques. Vous disiez, il y a une question concernant les soins d'urgence. S'il y a une urgence pour un hébergement, pour un logement à court terme, si vous pouvez faire un commentaire, de placer les très chers dans des situations s'il y a une urgence. Quelles sont les étapes qu'il faut préparer pour trouver des endroits? Je suggère de visiter ces endroits avant. Il y a quelqu'un qui va dire c'est dans l'événement. Des fois, les établissements de courte durée pour donner un peu de soulagement aux aidants naturels. Donc d'abord, il faut trouver qu'est-ce qui est disponible dans votre région concernant les soins de soulagement. Après, prenez le téléphone et soyez clair pour dire que à cause de la pandémie, ce sont des conversations, ça se passe maintenant. C'est pas c'est pas extraordinaire que l'organisation va recevoir cet appel. Donc, vous pouvez appeler, c'est des appels qui se passent tous les jours pour dire s'il y a un besoin d'un logement pour me soulager. Il y a des documents et qui vont vouloir de vous. Donc, vous devriez avoir tout ça en place. Regardez plusieurs organisations aussi. Contactez votre organisation locale et peut-être que l'organisation de l'Ontario pour les aidants naturels en liste, mais il faut trouver ce qui est disponible dans vos communautés. Pour certains qui envoient des commentaires, il n'y a pas de soins de courte durée disponibles. Et dans ce cas, est-ce que vous devez aller à Zami, la famille? Oui, j'imagine. Encore une fois, ça dépendra des conditions médicales de la personne dont vous prenez soin. S'il y a des préoccupations médicales, est-ce qu'il y a des appareils médicaux qui devraient être surveillés? Et ça devrait être possible, encore une fois, dépendamment de la condition médicale. Peut-être qu'ils vont finir dans une situation à l'hôpital. Et aussi, ça dépend du type de la crise. Si on parle d'une crise qui est un désastre naturel dans le moment, les services d'urgence sont préparés à transporter les gens dans des endroits sécuritaires. Et si c'est quelque chose, par exemple, comme la pandémie, ça va être un scénario différent. Et si, par exemple, ça devrait faire partie de votre plan d'urgence, mais qu'est-ce qui se passe si vous, en tant qu'aidant naturel, vous n'êtes pas disponible pour les soins? Alors, une partie de pour le plan d'urgence, parce que c'est pour ça qu'on a, au début de la présentation, on a parlé de la routine. Parce que le plan d'urgence, si je ne suis pas disponible, ce sont ces gens-là qui vont être les personnes et ça fait partie du plan. Ça, c'est les appareils médicaux. Prenons le temps de les réviser. Si vous devez prendre contrôle, vous avez déjà cette information. Il y a beaucoup de commentaires concernant les soins à court terme, il y a la disponibilité pour les gens qui reçoivent ne sont pas
il y a pas d'accessibilité appropriée, euh, du personnel qui est disponible. C'est une cherche défiante. Vous savez, oui, et c'est difficile. Parce que ça fait la situation de répit, parce que c'est nécessaire de une partie de ces conversations qui devraient se passer, ce serait avec les fournisseurs des soins de santé, le personnel médical, le professionnel médicaux qui sont associés avec la personne dont vous prenez soin et de poser ces questions. Il y a un commentaire d'une personne qui est bien préparée. Elle dit mon plan d'évacuation d'urgence inclut une liste de 13 résidences de retraite avec leur adresse, numéro de téléphone et l'intersection pour être utilisée si la maison est inhabitable, par exemple avec un court-circuit. C'est basé sur des besoins à court terme jusqu'à l'urgence et gérée. Et ça dit, assurez-vous que vous avez le transport approprié, par exemple, l'accès à travers par exemple, les rampes pour les accessibilités, pour les fauteuils roulants. Ça, c'est quelqu'un qui est bien préparé déjà, n'est-ce pas? J'imagine aussi ils ont fait leur devoir par rapport à ces 13 résidences de retraite. Et j'aime ce commentaire ici. Mary de l'Irlande. Les aidants naturels en Irlande ont un gabarit template. Il faut regarder peut-être leur site web et elles pensent que ce serait une bonne idée d'avoir un plan d'urgence et aussi les aidants naturels, les aidants naturels en Irlande peuvent tomber malades aussi. Nous avons une aidant naturelle dans notre groupe à casser sa cheville et devait en établissement et il a dû mettre en place beaucoup de plans parce qu'il n'était pas disponible à prendre soin de la personne. Votre commentaire aussi de mairie de l'Irlande, c'est super, un exemple d'une communauté des dons naturels. Vraiment, tous on se rallie ensemble. J'aimerais avoir cette référence. Et je devrais être dans notre référence qui va aller avec le courrier. Merci, Mary. Merci, Mary. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous de l'étranger. Nous avons 2 questions de suivi concernant do not resuscitate, de ne pas ressusciter. Peut-être que c'est au-delà de votre expertise, je dirais oui. Encore une fois, la seule expérience avec do not resuscitate, de ne pas ressusciter, c'est le fait que je suis un aidant naturel pour ma mère et le plan que nous avons dans la maison de retraite. Mais je pense que la formation, le savoir autour de resuscitate, ils ont 2 aspects. Après, un, c'est l'aspect juridique et l'autre aspect, c'est l'aspect médical. Donc, il faut parler aux professionnels dans les 2 cas parce que et pour les familles, spécialement, il faut poser la question et ça, c'est assez complexe. C'est pour ça il faut parler du médical. Oui, c'est au-delà de ce que je peux parler. Peut-être que c'est un sujet futur de démystifier. J'ai une question concernant l'identification des préoccupations
que d'autres membres de la famille puissent savoir quand vous êtes en train de formuler un plan d'urgence? Est-ce que vous pouvez parler d'être euh, secondaire au développement comme un membre de la famille? Si on vous appelle et que vous n'êtes pas euh, quand on parle des membres de la famille, on parle de plusieurs facteurs. Je suis un des quatre garçons, et parce que ma mère habite à Toronto et les autres ne vivent pas à Toronto, donc ils sont inclus. Et des fois, la famille, la dynamique de la famille, c'est un enjeu aussi qui ont à voir à formuler ses plans et ses préoccupations. Et autant que possible, quand vous incluez d'autres membres de la famille, comprenez que vous êtes la personne primaire, mais vous êtes en train de vous demander de leur soutien. Et des fois, il y a des difficultés quand vous êtes le primaire, quand il y a des questions. Et ce sont des questions de préoccupation. Et vous, en tant que la personne qui prend soin, et vous connaissez la réalité de la situation. Écoutez à ce que les gens vous disent. Réfléchissez aux préoccupations. Prenez pensée, donnez le temps. D'abord, parce que ce sont des membres de la famille. Et deuxièmement, parce que faisant partie, ce sont des personnes qui vont, s'ils ont des préoccupations, on devrait y répondre parce que cette difficulté, et ce sont toutes discussions. Et autant que possible, essayer de créer un environnement inclusif, pas un environnement. Je sais que c'est un processus difficile, mais je pense que l'objectif ultime, c'est d'inclure dans les conversations quand on sent ça, savoir avec maman, papa, etc. Donc, il faut être ensemble dans ces plans d'urgence. Je pense que c'est aussi de la situation de membres de la famille qui ont différentes idées concernant qu'est-ce que c'est qu'un plan. Donc, est-ce que vous pouvez parler comment est-ce que vous vous focalisez sur les récipiendaires quand vous avez plusieurs avis de ce qu'il faut faire? Je pense aux membres de la famille qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils devraient faire et ce qui ne doit pas être fait. Et encore une fois, c'est une conversation difficile et des fois, il y a des difficultés, il peut y avoir de la diversité concernant les soins. La focalisation devrait être, c'est le récipiendaire. Si vous, comme fournisseur de soins primaires, retournez à ces perspectives. Ayez de l'information disponible. Et pour que ça soit pas seulement votre opinion, mais c'est basé, par exemple, la personne qui a fait le devoir avec les 13 établissements. C'est une personne qui est préparée avec la discussion. Ayez de l'information, soyez préparés, mais aussi soyez disponible à faire un compromis. Il ne faut pas faire un compromis sur les soins de l'être cher, mais peut-être compromis pour les idées avec un peu plus de flexibilité et pour créer ce plan harmonisé et en paix. Est-ce que ce serait une stratégie? Est-ce que peut-être quelqu'un qui va faire oui, c'est une. Si je suis la personne qui prend le soin et s'il y a quelqu'un de mon affaire, vous pouvez commencer la conversation avec l'autre membre de la famille en disant, oh, on va se réunir la semaine prochaine
On va parler, si vous avez des idées de la formation, je vais venir préparer et avec ce que j'ai et la formation, je veux que tout le monde soit préparé. C'est une bonne façon de dire, si vous voulez quelque chose, amener les preuves. On veut faire que ce plan soit le meilleur pour les récipiendaires. Faites vos recherches pour avoir l'information à la réunion que nous allons avoir. Et si on veut avoir une discussion qui est tellement rigide et qui ne veut pas écouter, réalistiquement, ça, c'est probablement n'a rien à voir avec le plan d'urgence, ça a à voir avec la dynamique de la famille. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose que je suggère d'essayer de prendre soin de ça avant que l'urgence arrive. Il faut réfléchir à leur implication dans le plan d'urgence. Il y a une différence en étant rigide versus un sabotage. Ça, c'est une distinction. Être rigide ou d'être un obstructeur, c'est différent à gérer. La réalité aussi, pour ceux d'entre nous qui sont des aidants naturels, nous essayons d'être logiques, mais il y a tellement d'émotions qui font partie de ce que nous faisons comme étant naturel. Il y a de l'émotion, il y a de la passion pour les autres membres de la famille. Donc, ça peut être intense de temps en temps. Et je vais rappeler nos participants que la première partie de cette série parle de l'impact émotionnel. J'attire votre attention. On va envoyer le lien à ce webinaire. Donc, vous pouvez voir pour la perspective de gérer toutes ces dynamiques de la famille, comme vous avez dit. Je vais prendre une question de plus des membres de l'audience. Je pense que vous avez répondu à tellement. Il y a plein de questions qui sont venues. On va finir. Merci, Sam. Je peux vous dire, c'était tellement d'informations. La première partie pour la partie émotionnelle et la deuxième partie concernant les étapes pratiques pour développer les plans d'urgence. Merci infiniment, Sam. J'apprécie l'opportunité, Susan, comme vous le savez, comme aidant naturel moi-même. C'est un sujet très proche de mon cœur. C'est un honneur d'avoir pu faire ça. Merci tous et toutes pour les questions. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. Pourquoi cette planification? Parce qu'on pose des questions et on a l'information. C'était une expérience superbe. Merci infiniment. J'espère entre la session, on vous a donné certaines informations qui va vous aider dans cette tâche difficile mais très importante. Merci, Sam.